Bonjour. Donc Isabelle Maillot, je suis docteur en sociologie. Je travaille dans le domaine, sur les mondes professionnels des arts visuels depuis une dizaine d'années. Laurent Jean-Pierre, je suis sociologue, j'enseigne à l'université Paris 8 dans le département de sciences politiques où je suis professeur. J'ai enseigné en école d'art pendant quelques années, j'ai enseigné également à Strasbourg avant, donc je connaissais un peu la région Grand Est, et puis je travaille avec Isabelle Maillot depuis 10 ans à une sociologie du monde professionnel des arts visuels. On voulait tout d'abord revenir sur les origines et les visées de cette enquête, donc revenir un petit peu quelques mois en arrière, puisque c'est une étude qui a débuté à l'été 2017, donc à la demande des 3 réseaux territoriaux d'art contemporain, à savoir donc Laura, Bulle et Versant Est et la DRAC Grand Est, donc qui nous ont sollicité pour réaliser un saut d'avis, donc qui était un mot que voilà que nous avons découvert avec, pour ma part en tout cas, durant cet été-là. Donc c'est un dispositif qui est impulsé politiquement à l'échelle nationale et qui trouve des déclinaisons territoriales variées. Donc nous on parlera principalement évidemment de la région Grand Est. Le premier enjeu c'est de structurer, de fournir des éléments pour en vue d'outiller les artistes et toute structure œuvrant avec les artistes pour favoriser, encourager un développement professionnel qui soit multiple. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième qui est essentiel aussi, c'est le souci que ce soit pas forcément uniforme à l'échelle du territoire, mais qu'en tout cas il y ait une prise en compte de la pluralité des situations. Donc je pense notamment à une question qui revient souvent et qui est pas propre à la région, du rural et de l'urbain. Là il y a un souci vraiment de développement à l'échelle d'un territoire. Les visées de cette étude sont évidemment multiples et on ne les épuisera pas dans cette présentation ni dans le rapport. Et donc l'une des visées précisément, c'est de co-construire des outils de développement d'une politique publique. L'autre élément de contexte à conserver à l'esprit pour bien comprendre ce qui se joue donc au cours de ces derniers mois, c'est la recomposition territoriale à l'œuvre, donc à l'échelle nationale également. La région Grand Est fait partie des 13 nouvelles régions. Elle réunit depuis le 1er juillet 2016 3 anciennes régions, à savoir l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Et donc ça, c'est un élément majeur en fait pour comprendre aussi le sens de cette enquête, puisque si on avait des données, comme on dit, en tout cas des observations sur les arts visuels à l'échelle des 3 territoires antérieurs, à l'échelle de la région, on part pas de rien, mais en tout cas, on repart sur quelque chose. Après discussion, le meilleur protocole, selon nous, relevait plutôt de l'enquête par questionnaire, qui a des avantages et des inconvénients sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, mais qui nous semblait avoir pour avantage principal de nous donner un tableau très général dans un territoire qui était beaucoup plus grand, et donc de pouvoir avoir une vue un peu panoramique sur la condition d'artiste dans le Grand Est. Il s'agissait au fond, en pratiquant l'enquête par questionnaire, de donner aussi la parole au plus grand nombre et de montrer la diversité des situations vécues d'artistes. Ces 2 questionnaires comportaient chacun plus de 100 questions. L'enjeu était de toucher dans une même enquête à la fois l'offre de travail artistique du côté des artistes et puis la demande de travail artistique du côté des structures. Alors c'est un dispositif assez original parce qu'en général on travaille sur l'un ou sur l'autre, et là l'idée c'était de pouvoir saisir les 2 aspects de ce qu'on pourrait appeler un marché un peu élargi de l'activité artistique. Pour administrer les questionnaires, plus de 1500 artistes ont été contactés par les membres du saut d'avis et environ 210 structures. On a eu plus de 670 réponses du côté des artistes, ce qui fait que notre enquête a une assise, disons, empirique forte. D'une part parce que dans les autres enquêtes, dans d'autres régions, on a souvent eu une population d'artistes répondants qui était 3 fois inférieure. Et puis d'autre part parce que les rares enquêtes sur les artistes au niveau national avaient à peine 2 fois plus
de répondants que la nôtre. Donc au fond, c'est une enquête qui a beaucoup de réponses du côté des artistes. Dans le questionnaire qui était adressé aux structures, on a eu une définition large de ce qu'on entendait par structure. Il s'agissait au fond de toutes les institutions, toutes les organisations qui pouvaient proposer une activité à des artistes. Des lieux d'art, bien sûr, mais également des lieux qui n'ont pas pour vocation première de travailler dans l'art contemporain, mais qui travaillent néanmoins avec des artistes. L'enquête par questionnaire, elle a beaucoup de qualités. Elle a bien sûr, comme tout dispositif d'enquête, des défauts qu'on peut interroger. Le premier, c'est qu'elle donne une vue à un temps T. Alors, on a essayé de corriger un peu ce problème en interrogeant, par exemple, les structures sur leur activité dans les 3 dernières années. De même pour les artistes. Le deuxième inconvénient, c'est qu'évidemment, elle a un grain, disons, de restitution de la vie artistique, qui est pas le même que celui qu'on aurait dans un entretien approfondi avec un ou une artiste. Donc, du coup, il y a des choses qui nous échappent, mais en même temps, c'est compensé et par le nombre de réponses, qui nous donne une diversité de vues, et évidemment par le nombre de questions, plus de 100 questions à chaque fois, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nous donne aussi, disons, une manière de quadriller un peu et la vie d'artiste et l'activité artistique des structures étudiées. On a comparé, disons, les proportions de répondants dans nos questionnaires et les proportions de la population des différents départements de la grande région. Ce qu'on observe, par exemple, c'est qu'effectivement, on a plus de répondants relativement à cette population générale dans le Bas-Rhin par exemple, et on en a un peu moins en Moselle. Alors on pense pas du tout que ce soit lié au fait que il y a des gens qui aient plus répondu d'un côté que de l'autre. On pense que c'est lié effectivement au fait que la géographie des artistes correspond pas tout à fait à la géographie de la population générale de la région. Et de ce point de vue-là, on a le sentiment que tous les territoires sont représentés en proportion, disons, de leur concentration d'artistes. Donc, ce que l'on peut dire au vu du traitement, en fait, des réponses aux questionnaires adressés aux artistes et de celui adressé aux structures, c'est qu'on a une inégalité territoriale assez frappante, tant en termes de distribution en richesse en artistes que dans la répartition géographique des structures, donc avec 2 territoires qui ont tendance à un peu polariser, donc les plus à l'est qui sont le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. On a la Meurthe-et-Moselle et la Moselle qui sont dans une position intermédiaire, et ensuite tout ce qui est à l'ouest apparaît moins bien doté. Ce qui ressort de manière peut-être un peu, qui n'était pas forcément une intuition que nous avions initialement, qui est pas quelque chose qu'on pouvait pressentir, c'est que on a une échelle départementale qui est favorisée. Donc les structures collaborent préférentiellement avec les artistes de leur département. Donc mécaniquement, puisqu'on a une distribution des structures qui est plus du côté du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, on a un renforcement de l'inégale distribution et redistribution des richesses, par un effet mécanique. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à réfléchir. Oui, on va se demander maintenant comment on devient artiste au fond dans la région Grand Est, et puis qu'est-ce qui se passe du point de vue économique, du point de vue statutaire et aussi du point de vue subjectif dans l'expérience de cette condition d'artiste. Quand on s'intéresse à l'exportation à l'étranger, entre guillemets, des artistes de la région Grand Est, les pays avec lesquels ils collaborent ou elles collaborent le plus sont sans surprise des pays proches et aussi des grands pays d'art. C'est le cas de l'Allemagne qui vient en premier pays et de la Suisse, qui sont les 2 pays principaux dans lesquels on retrouve des activités artistiques des artistes de la région Grand Est. On s'est demandé également ce qu'il en était des résidences, de la mobilité des artistes. On a observé que les résidences à l'étranger étaient pas très fréquentes, et on a noté aussi que les aides à la mobilité artistique étaient elles-mêmes pas très fréquentes. Donc ça explique aussi pourquoi au fond les artistes qui s'installent en Grand Est ont tendance à y rester. C'est peut-être qu'il manque de dispositifs ou de mécanismes qui leur permettraient d'avoir une plus grande mobilité. Et ce qu'on observe, c'est que la région est assez attractive pour des personnes qui viennent d'autres régions, puisque 47% des artistes qu'on a interrogés
viennent d'une autre région que la région Grand Est. Ce qui signifie qu'ils sont souvent venus, alors au moment des études en réalité, dans la région. Et quand on étudie dans une école supérieure d'enseignement artistique ou dans une université, la tendance, la probabilité qu'on s'installe dans la région on a étudié est assez forte. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve que dans nos questionnaires que 59% de la population qu'on a interrogée a fait ses études en Grand Est et y est resté. Ce qui me permet de dire un mot sur la formation des artistes dans la région Grand Est. Là aussi, on retrouve des chiffres qu'on trouve ailleurs, mais le nombre d'artistes autodidactes tend à diminuer, et évidemment, il diminue de plus en plus chez les plus jeunes. Dans notre échantillon, il est de 16%. On voit des artistes qui sont passés beaucoup par les écoles supérieures d'enseignement artistique, aussi par l'université, et qui ont tendance à s'installer dans les lieux où ils ont fait leurs études supérieures. Donc on voit bien que la question des lieux de formation est évidemment un paramètre central pour comprendre les lieux d'installation. Ces formations sont variées. Sans surprise, là aussi, 53% des gens qui ont fait des études d'art visuel. Alors, il faudrait sans doute s'interroger sur ceux qui ont des parcours de formation plus atypiques, entre guillemets, qui sont passés par d'autres secteurs. Et ce qu'on peut noter, qui est sans doute très important, c'est que la formation continue est quasiment absente de la carrière et de la vie d'artiste, ce qui pose sans doute un certain nombre de questions. Un des éléments qu'on a creusé, c'est la question des inégalités internes entre artistes. Alors, on peut pas tout développer ici, mais on s'est intéressé notamment aux inégalités entre les femmes et les hommes. Bon, sans surprise, si j'ose dire, on trouve dans le monde de l'art ce qu'on trouve aussi dans d'autres milieux, mais c'est très accusé dans le monde de l'art, c'est-à-dire des revenus issus de l'activité artistique qui sont inférieurs pour les femmes dans tous les domaines, à toute classe de revenus et à tous âges. Et on trouve aussi, et c'est peut-être plus important encore, des parcours de vie très différents entre les femmes et les hommes. 57% des femmes de notre échantillon disent qu'elles n'ont pas eu d'enfants, alors que 41% des hommes ont eu 2 enfants. Donc on voit bien que le rapport à l'institution familiale, à la construction d'une famille, au fait d'avoir des enfants, c'est pas un but nécessaire pour tout le monde, est très différent selon qu'on est femme artiste ou homme artiste. Il y a une féminisation progressive de la profession artistique qui est très notable, avec, disons, un équilibrage entre les sexes quand on se rapproche des plus jeunes générations, et même dans certains métiers, disons, un nombre plus important de femmes. Quand on s'intéresse à la vie économique des artistes de la région Grand Est, on retrouve des résultats qui sont classiques dans l'étude des métiers et des professions artistiques à l'échelle nationale. Il faudra attendre probablement d'autres enquêtes et des comparaisons fines pour pouvoir, disons, déceler une spécificité régionale. Le premier résultat, c'est que les artistes de la région sont évidemment disons, rencontrent une précarité économique assez importante. 66% des artistes de notre panel ont des revenus annuels tirés de leur activité artistique qui sont inférieurs à 6 000 € par an, c'est-à-dire à 500 € par mois. Ça veut dire que beaucoup d'artistes, en Grand Est comme ailleurs, ont une autre activité pour pratiquer leur activité artistique. On dit que les artistes ont une pluriactivité. 42% des artistes qui ont répondu à notre questionnaire déclarent avoir une pluriactivité. Il n'y en a que 27% qui vivent exclusivement de leur art, et 11% déclarent dans notre questionnaire qu'en 2017, ils n'ont eu aucun revenu issu de leur activité artistique. Donc on voit qu'il y a une pluralité, au fond, des manières d'être artiste, des manières d'articuler son activité artistique avec éventuellement une autre activité, et que être artiste, ce n'est certainement pas une condition ou un bloc, c'est en réalité une pluralité de parcours et de choix de vie. Dans l'enquête, on aborde évidemment la question des revenus, donc qui peuvent être issus du droit à l'exposition de l'œuvre, du droit d'auteur, voilà, il y a diverses sources de revenus. La vente d'œuvres est évidemment un pôle voilà qui peut générer
des rentrées d'argent plus ou moins importantes, puisqu'on s'aperçoit qu'on a des gammes de prix variées et que finalement on a 9% des artistes qui déclarent vendre des œuvres qui se situent dans une gamme de prix supérieure à 3 000 €, mais sinon c'est en deçà. C'est assez marqué le nombre très très important de ventes directes d'œuvres sans intermédiaire, et ça introduit un autre élément donc qui est majeur pour un peu esquisser les contours de cette activité d'artiste au quotidien, qui est la question de l'accès à ce qu'on appelait les sphères de reconnaissance, c'est-à-dire les milieux de socialisation, donc qui sont différenciés suivant les zones. Bon là il faudrait préciser, c'est pas forcément la zone urbaine qui donne accès à une sphère plutôt qu'une autre. Ce qu'on a distingué, c'est 3 sphères de reconnaissance. Donc la première étant évidemment le monde des artistes, qui est le milieu naturel le plus partagé dans lequel évoluent les artistes, qui est pour beaucoup la seule en fait sphère de reconnaissance, d'intermédiation, de production, puisque les collaborations sont très fréquentes. La proportion d'artistes qui déclarent faire partie d'une association d'artistes est également importante. En revanche, s'agissant de la sphère des institutions publiques, là, on a des chiffres qui baissent de façon significative. On a 40% des artistes qui déclarent avoir reçu un soutien public, un soutien d'une institution publique, et les chiffres sont plus bas encore lorsqu'on considère les intermédiaires de marché. Donc là, on a interrogé notamment les artistes sur le fait d'être représentés ou non par une galerie, et on n'a que 24% d'artistes de notre échantillon qui sont représentés. Donc là, c'est vraiment une ligne qui partage la population entre ceux qui ont un accès à des intermédiaires, donc les galeristes, mais pas que. On a aussi des commissaires d'exposition d'art contemporain. On a une série comme ça d'intermédiaires qui sont listés, et ceux qui tournent dans des sphères artisto-centrées, j'ai envie de dire. Et voilà. Et ça fait une différence. Ce qu'on peut dire par ailleurs sur ces conditions d'exposition, donc qui est le principal pôle d'activité de la plupart des structures interrogées, parmi d'autres activités, c'est que seulement 40% des artistes sont rétribués en vertu du droit à l'exposition, donc ça c'est peu. Et par ailleurs, on a beaucoup d'artistes qui indiquent payer pour exposer, avec parfois des chiffres assez conséquents, donc qui interrogent. Pour la plupart des artistes, exercer l'activité d'artiste, c'est exposer, puisqu'on a 12% des artistes seulement, finalement, qui n'exposent pas. Alors, on peut lire ça de deux manières. On peut le dire, comme je viens de le dire, seulement, ou alors se dire, c'est beaucoup, finalement, eu égard au nombre de lieux de diffusion, et eu égard surtout, dans ce qu'on a vérifié dans le cadre de cette enquête, de l'exposition à domicile ou dans les ateliers, ou voilà, dans des lieux qui ne nécessitent pas forcément un droit d'entrée. Quand on approfondit un peu cette question de l'activité des structures qui font appel à des artistes dans la région Grand Est, on voit en fait qu'il y a 3 cercles. Il y a le cercle, disons, que j'ai appelé localisé, qui est important. Il y a un cercle national également important. Et puis, il y a aussi un cercle international, surtout, qui fait appel à des artistes, disons, des régions limitrophes. Et donc, du coup, évidemment, alors, c'est pas pour le même type d'activité tout à fait qu'on fait appel à ces artistes de provenance différente. Et c'est vrai que dans les expositions, on fait tendanciellement un peu plus appel à des artistes internationaux que dans les autres cercles. Ce qu'on peut conclure sur ce point de la représentation que les artistes se font d'eux-mêmes, c'est qu'il y a une très grande variété de définitions de soi des artistes dans différentes situations sociales, qui correspond un peu à la variété des parcours de vie que j'avais souligné tout à l'heure en parlant de leur activité économique et des manières pour eux d'avoir des revenus et surtout d'assurer des revenus qui rendaient possible une activité artistique. Alors il y a un dernier point qu'on a évoqué aussi concernant les parcours d'artistes, c'est qu'on leur a demandé s'ils avaient rencontré des freins dans leur carrière. Et au fond, là, c'est vrai qu'ils sont assez unanimes. 80% disent avoir rencontré des obstacles et des freins. Ces freins sont 2 ordres en priorité, des freins économiques.
je les ai déjà évoqués, et des freins qui relèvent plus de ce que les sociologues appellent du capital social, c'est-à-dire une forme d'isolement d'une certaine manière, une absence de réseau, enfin en tout cas du réseau pertinent qui leur permettrait d'être intégrés, insérés plus avant dans leur activité professionnelle.